Bonjour à tous et on se retrouve pour une émission intemporelle qui j'espère fera date avec le journaliste indépendant Giorgio Bombassei. Bonjour. Bonjour Alexis, merci de me Alors, recevoir. c'est un vrai plaisir. Giorgio, je vais vous le présenter rapidement. C'est un lanceur d'alerte, journaliste indépendant qui travaille depuis des années sur un sujet tabou dans tous les médias, quasiment, tous les médias mainstream, ça c'est sûr, mais aussi pour certains médias indépendants, ce serait complotiste que de parler du Bilderberg, le sommet Bilderberg, j'en parle souvent. J'ai fait plusieurs vidéos aussi pour expliquer ce qu'était ce sommet d'un entre-soi atlantiste confiné. Et Giorgio, en fait, est une mine d'or, une mine d'informations sur le Bilderberg, à la fois pour connaître les liens familiaux qui peuvent unir les uns les autres, les retours d'ascenseur entre anciens ministres, anciens premiers ministres ou quoi que ce soit, et qui sont passés ou qui passeront par le Bilderberg. Et donc, je voulais faire une émission avec Giorgio parce que il s'y connaît vraiment mieux que moi en Bilderberg, on peut dire, ceinture noire de Bilderberg. Qu'est-ce qui fait que vous êtes passionné pour ce sommet et que vous avez fait un travail d'enquête et d'archives exceptionnel? Écoutez, ça remonte à il y a 30 ans. Euh, il faut que vous sachiez d'abord que je suis né à l'ombre des institutions européennes. Mon père a travaillé aux institutions européennes, mon grand-père était diplomate et a travaillé aussi bien dans la création de la communauté européenne, du Conseil européen, de la CED, de l'OTAN. Enfin, il était de ceux qui ont euh, étaient les architectes des institutions internationales atlantistes et européennes. Et donc, voilà, un jour, il y a 30 ans, j'ai un ami qui m'a demandé, ah mais au fond, est-ce que tu connais Bilderberg? J'ai dit non, j'ai jamais entendu parler de Bilderberg. Et à l'époque, je me targuais de connaître bien le système de l'intérieur. Je connaissais d'autres structures moins connues, comme la trilatérale, Mhm. Davos, etc. Et donc, je lui ai dit, mais je vais chercher quelques informations et je reviens vers toi. Ça ne doit pas être trop compliqué. Et je me suis rendu compte que les sources étaient très limitées il y a Oui. 30 ans. Par rapport à aujourd'hui, il n'y avait vraiment pratiquement rien. Mais j'ai réussi à mettre la main sur quelques listes de participants et de réunions passées dans les années 70 et 80. Et j'ai retrouvé les noms d'un certain nombre de personnes que je connaissais personnellement, ce qui m'a assez impressionné, mais surtout par ma formation, j'ai tout de suite pris la mesure de l'importance de ces réunions, vu la qualité des personnes qui étaient Parce que présentes. vous, il y a 30 ans, vous aviez fait quoi comme formation? Quelle était votre occupation professionnelle? Ah C'était mais quoi à moi l'époque? je faisais une vie normale d'étudiant, euh, mais voilà, moi j'ai étudié à l'université Bocconi à Milan Mhm. l'économie, que j'ai abandonné pour des questions morales et éthiques. Mais c'était à une époque où le recteur de l'université était Mario Monti. Euh, D'accord. Ouais. voilà. Et son bras droit à l'époque à l'université était un monsieur qui, jusqu'à il y a quelques mois, était le directeur de la commission trilatérale, est devenu le directeur de la commission trilatérale. Et chose que je ne savais pas à l'époque, c'est que Monsieur Monti était en même temps le représentant italien au sein du comité directeur de Bilderberg. Mais D'accord. Ouais. donc, quand j'étais à l'université, j'ai travaillé pour une association d'étudiants et j'ai eu des responsabilités qui m'ont amené à me confronter plusieurs fois avec le rectorat sur la nature des projets que nous voulions porter en tant qu'étudiants. Et Mhm. c'est face à certains choix, je me suis rendu compte qu'il y avait un mur invisible, c'est-à-dire que voilà, une certaine direction ne pouvait pas être entreprise, on me conseillait d'en suivre une autre. Enfin, je me suis rendu compte qu'il y avait des forces, pour ainsi dire, invisibles, qui nous a amenés à devoir faire des choix qui n'étaient pas forcément les choix premiers qu'on voulait faire. Et donc là Mhm. aussi, ma première quête de compréhension de comment fonctionne réellement le système est née de là.
Et donc j'ai commencé à travailler voilà, sur tout l'arrière-cuisine du pouvoir entre guillemets. Oui, c'est ça, ouais. Et voilà, de fil en aiguille, un jour, j'ai rencontré un ami qui, lui, m'a dit, ah, mais au fond, Bilderberg, est-ce que tu connais? Et j'ai dit non, j'ai réussi à trouver ces informations, et c'est là où, voilà, j'ai compris que Monsieur Mario Monti était lié à ce groupe, et beaucoup de choses me sont apparues plus claires. Déjà de ce que moi j'avais vécu et, Mhm. j'ai commencé à poser des questions autour de moi en disant mais qu'est-ce que ce groupe de Bilderberg, qu'êtes-vous allé faire là-bas? Et là on m'a gentiment conseillé de m'intéresser à autre chose, étant de nature plutôt voilà euh, Opiniâtre, les opiniâtre balachés, ouais. et voilà et j'aime bien les Mais, mystères. Donc j'ai commencé évidemment à creuser un peu plus et de fil en aiguille, voilà, j'ai commencé à réunir des informations tout en me disant que voilà, grâce à Internet, l'information commençait à émerger. Je me ouais. suis dit, allez, avec le temps, avec les prochaines années, on en saura plus, les médias vont s'emparer du sujet, ce n'est pas si secret que ça. Voilà, constatant que rien ne se passait, j'ai décidé moi-même un jour d'aller me rendre compte, vraiment en tant que simple citoyen, Ouais. de comment se déroulaient ces réunions. C'est-à-dire, Et alors, j'ai appris par hasard en 2004 que la réunion se déroulait en Italie, à Stresa. J'avais quelques semaines d'avance, j'avais des amis à Stresa, je me suis dit allons passer 3 4 jours à Stresa et allons voir de quoi il s'agit. Quand est-ce que la réunion se passe réellement là? Parce que ce genre d'information qui fuite avant n'est jamais confirmé que à la dernière minute. hmm, Heureusement, c'était bien là et donc j'ai pu voir de mes yeux comment ça se déroulait. Et surtout, constatant qu'il n'y avait pas de journalistes pour couvrir cet événement. Il y avait 3 4 journalistes de la presse locale et nationale italienne, mais à part ça, il n'y avait aucun journaliste, alors que je m'attendais à voir des centaines de journalistes. comme à J'ai un, Davos, hein, ouais, où la voilà, presse comme à Davos, internationale est comme au là, ouais, G7, ouais, où il y a des milliers de journalistes, ouais, et voilà. Et là, rien du tout. Et donc, j'avais acheté pour l'occasion un petit caméscope ouais. pour avoir des images. On était en 2004, il faut bien comprendre que tout a changé en 2005. C'était l'année suivante avec la création de YouTube. Avant YouTube, il n'y avait pas d'images animées disponibles. Donc, on avait éventuellement quelques photos qui circulaient, Mhm. beaucoup d'articles, mais rien de très concret. Donc j'ai acheté le caméscope pour pouvoir immortaliser ce moment. Et constatant qu'il n'y avait pas de journaliste, ben, je me suis transformé en journaliste en disant il faut bien que quelqu'un couvre cet événement, c'est extraordinaire. Et voilà, de Mais vous fil en avez pu, aiguille. parce que l'événement est extrêmement sécurisé. Extrêmement sécurisé, Donc, absolument. qu'est-ce que vous avez pu voir en réalité, parce qu'on ne vous laisse pas rentrer dans l'hôtel Non, non, où non, a on lieu reste le rendez-vous? effectivement en dehors du périmètre de sécurité. Alors là, ça dépend évidemment d'année en année. C'est-à-dire Mhm. que à Stresa, on a eu beaucoup de chance. Le périmètre de sécurité était limité vraiment aux abords de l'hôtel, donc on pouvait rester de l'autre côté du trottoir quasiment. Et ce qui nous a permis de voir toutes les personnes qui arrivaient, qui repartaient lors de moments de pause, lors de cocktails, ils prenaient un verre sur la terrasse et donc on pouvait les voir interagir les uns les autres. Ils ont fait un tour en bateau sur le lac Majeur et donc on a pu les voir et les filmer en train de monter à bord du bateau et de faire ce tour en bateau. Oui, parce que Mais il y a eu des années comme en Grèce en 2009 ou en Espagne en 2010 où le périmètre de sécurité était établi sur un rayon de 1 ou 2 kilomètres autour de l'hôtel, ce qui fait que là, on était vraiment à 1 kilomètre de l'hôtel, on ne voyait même pas l'hôtel, on ne savait hmm. rien de ce qui s'y passait. Donc ça dépend des Ouais. années.
L'idée, c'est vraiment d'éviter les photos, d'éviter de voir un peu les interactions entre les uns et les autres, puisque tout se passe derrière des portes fermées, selon les règles de Chatham House, c'est-à-dire que tout ce qui s'y dit ne doit pas être retranscrit ou éventé à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pour garantir des débats totalement sans filtre, soi-disant pas par les organisateurs. Et donc, tous ceux qui y vont n'en parlent jamais. Est-ce que vous avez réussi quand même à avoir un témoignage d'un insider, de quelqu'un qui a fait le Bilderberg et puis a dit bon bah finalement il serait temps d'expliquer comment ça fonctionne, ou est-ce que tous s'en tiennent à cette règle et vous proposent d'aller voir ailleurs s'ils y sont et de faire autre chose de votre vie? Alors, j'ai eu aussi bien des témoignages en off, des personnes qui ont accepté de me donner des informations du moment que je ne révèle pas leur identité, que je ne rends pas public euh, voilà, la source. J'ai aussi réussi à obtenir des informations en on et notamment une interview de l'ancien président du Bilderberg, Étienne Davignon, le Belge Étienne Davignon, qui a eu l'amabilité de me concéder 1 heure d'interview que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube et où il a répondu ouvertement à toutes mes questions, vraiment sans tabou. Et donc pour cela, je l'en remercie encore. Et pourquoi Euh, il a eu cette démarche, en l'occurrence, de je- parler à visage découvert et d'expliquer vraiment comment ça fonctionnait? alors c'était quelqu'un qui déjà avait évoqué le sujet lors de certaines émissions télévisées où des journalistes lui ont posé la question. Et donc, il était assez ouvert de répondre. Et voilà, je lui ai demandé s'il acceptait une interview et il me l'a concédé. Ça a été la grande chance que j'ai eue. Et est-ce qu'il y a eu des révélations dans cette interview? Ou est-ce qu'il reste un peu langue de bois, à expliquer, oui, c'était une réunion informelle entre des gens de divers horizons pour parler de sujets d'actualité, de la façon dont Euh, on pourrait travailler. Enfin, ou est-ce qu'il vraiment il a pu dire les choses autrement? Euh, il, il m'a fait des révélations très intéressantes. Oui, oui, non, il n'a pas utilisé trop de langue de bois. Ouais, Et après, tout dépend de la qualité des questions. bien J'ai sûr. essayé de l'amener à être le plus transparent possible. Et Hmm. voilà, je vous invite à aller la Allez voir sur la visionner. Et chaîne de après, Giorgio qui on sera en pourrait lien, en bien sûr. rediscuter sur base de ça. Bien Mais sûr. oui, oui, Alors, oui. rappelons ce qu'est le Bilderberg. Donc, c'est ce sommet international transatlantique où se rencontrent des responsables américains, européens, de la banque, de la finance, du renseignement, de l'armée, des médias et des responsables politiques qui sont donc choisis. Alors, comment se passe la sélection année après année des gens qui vont être présents au Bilderberg? Cette année, par exemple, on avait la patronne du MI6, avec Peter Thiel, le fondateur de Palantir, avec Alex Karp, le patron de Palantir, avec beaucoup de gens du secteur de la défense, Andrius Kubilius, le commissaire européen à la défense, on avait Roland Lescure, le ministre français des Finances, et c'est chaque année un casting. Qui fait le casting? Comment ça fonctionne? Comment sont choisis en fait les invités année après année du Bilderberg? Oui. Donc, le groupe de Bilderberg, il faut faire la distinction entre groupe de Bilderberg et conférence de Bilderberg. Le Mhm. groupe de Bilderberg, c'est une trentaine de personnes qui représentent 21 pays de l'Alliance Atlantique. Euh, les... Il y a une représentation par pays, c'est-à-dire que la France a aujourd'hui 3 représentants, l'Allemagne a 2 représentants, l'Italie a 1 représentant, la Belgique un, les États-Unis ont généralement un tiers des sièges, donc ils sont une dizaine. Euh, le groupe de Bilderberg est ce qu'on appelle le Bilderberg. Enfin, seuls les membres du comité directeur peuvent se dire membres du Bilderberg. Les personnes qui participent aux conférences de Bilderberg ne sont pas forcément membres du Bilderberg. Euh, les 30 personnes du comité directeur invitent chaque année une centaine de personnes à se joindre à eux pendant 4 jours pour discuter des grands problèmes du monde. Mais le fait d'y participer une fois n'implique pas une adhésion au groupe ou un lien particulier.
Pour ce qui est des membres du comité directeur, donc j'évoquais le fait qu'ils sont représentés par pays. Lorsque c'est généralement des mandats environ de 4 ans renouvelables. Mhm. Là, en moyenne, les personnes font 2 mandats et après passent la main à d'autres personnes. C'est un principe de cooptation, c'est-à-dire que Mhm. la délégation d'un pays soumet une liste de 3, 4 noms de personnes qui potentiellement pourraient reprendre la place de la personne qui part, et le comité directeur, après, collégialement, décide si oui ou non euh, telle ou telle personne sera cooptée. Et évidemment, il y a un noyau dur, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont membres depuis 30 ans ou qui traversent les âges. Il y a des intérêts qui sont permanents depuis, prenons le cas de la réunion de 2025 qui s'est déroulée en Suède. Le représentant actuel suédois est Marcus Wallenberg, de la famille Wallenberg, qui est la famille la plus riche et la plus importante de Suède, voire d'Europe. Euh, la famille Wallenberg, les intérêts de la famille Wallenberg sont représentés au comité directeur depuis 1957. Ouais. En Italie, on a la famille Agnelli qui, depuis 1954, a toujours eu un représentant au sein du comité directeur. Donc voilà, il y a un noyau dur d'intérêts qui sont permanents et qui traversent les décennies, d'autres qui sont là parce que ils sont particulièrement brillants dans leur domaine à un moment donné. Alors, ce comité directeur, donc c'est une trentaine de personnes, c'est ça, Oui, sur les absolument. 21 pays membres de l'Alliance Il y a 2 de l'OTAN? coprésidents, un coprésident européen et un coprésident américain aujourd'hui. Le coprésident européen est le français Henri de Castres et la coprésidente américaine est Marie-Josée Kravis. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce que sont devenus les anciens présidents après, hein, dans leurs pays respectifs, en termes de facilitation de carrière politique, ou bien on a l'impression quand même d'une sorte de cooptation au-delà du comité directeur du Bilderberg. Toutes les portes s'ouvrent ensuite à ces gens-là de manière assez facile, hein. C'est un peu ça quand même Sans, l'utilité première. Sans aucun doute. C'est une structure qui est née au début de la guerre froide avec pour vocation de faciliter les rapports entre les pays de l'Alliance Atlantique à un moment où la guerre froide commençait à battre son plein et où à l'époque, à niveau national, dans beaucoup de pays européens, mais même aussi aux États-Unis, il y avait une forme de désaffection vis-à-vis des projets euh, internationalistes et où l'anti-américanisme était très présent en Europe. Aux États-Unis, Ouais. on se détournait un peu des intérêts européens parce que voilà, la guerre était terminée et que l'Amérique a traditionnellement eu toujours une tendance à l'isolationnisme et non à l'interventionnisme. Et donc, Ouais. il y a eu les personnes qui ont géré la guerre, parce que à l'origine, les fondateurs, ce sont des personnes qui ont eu des fonctions et des responsabilités très importantes pendant la guerre, qui pendant la guerre ont été responsables de la définition des politiques de reconstruction d'après-guerre, et qui, juste après-guerre, se sont donné les moyens de pouvoir se garantir la possibilité de mettre en œuvre eux-mêmes les politiques de reconstruction qu'eux-mêmes Ouais. avaient définies. On est dans le cadre du plan Marshall. Il y a des intérêts économiques évidents de part et d'autre de l'Atlantique pour voilà, développer de nouvelles formules libérales où l'économie devait repartir pour pouvoir reconstruire. Hmm. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que on voit qu'il y a un mélange des genres public-privé, avec des responsables politiques, des responsables d'institutions, et puis aussi les grandes familles, hein, donc beaucoup de la finance internationale, évidemment, des entreprises privées aussi, des entreprises de la tech, du renseignement ou autres, et les médias. Hein, parce que il y a peut-être pas de journalistes qui viennent couvrir l'événement, mais vous avez des patrons de médias ou des journalistes, hein, qui sont aussi invités à la conférence Bilderberg chaque année, et qui n'en parlent pas et qui vont faire profil bas quand ils rentrent. Que font les journalistes invités ou les patrons de presse invités au Bilderberg? Qu'est-ce qu'ils
font là ce mélange. Moi, c'est ça qui me choque le plus en réalité. C'est-à-dire que ils y sont. Leur métier serait normalement d'en parler. Hein. Je parle notamment pour les journalistes invités. Hein. François Langlais, par exemple, est un journaliste français économique qui a été invité. Il n'en a pas fait état, il n'en a pas parlé. Or, le métier d'un journaliste, c'est quand même de relater ça. Que font les journalistes là, invités à la conférence Bilderberg? Ils viennent s'informer, ils Mmh. viennent obtenir des informations de première main et écouter des discussions de haut niveau. Ils peuvent utiliser les informations qu'ils récoltent dans le cadre de leur travail. Et selon certains avouent y être allés et écrivent aussi Mmh. des articles Mmh. après leur participation. Donc ça c'est très intéressant. Par exemple, le journaliste italien Stefano Feltri, qui a participé à 3 réunions depuis 2019, à chaque fois qu'il a participé, au lendemain de la conférence, il publie un petit article dans lequel Quand il même. relate Mmh. un peu le sentiment qu'il en avait tiré et voilà les principales lignes des discussions. Et donc, ou Martin Wolf du Financial Times, la même chose, à chaque fois qu'il participe, le lendemain, il y a toujours deux, trois lignes dans un article dans lequel Enfin, il donne le sentiment sur l'état des relations transatlantiques. Ce sont des exceptions. La oui. majorité n'en parle pas, et Mmh. lorsqu'on leur demande est-ce que vous allez utiliser les informations que vous avez récoltées, est-ce que vous allez nous informer de ce qui s'est passé, la réponse est non. Ouais. Pourquoi? Et il n'y a pas de Donc, réponse. alors souvent, Et donc, il se cache derrière Chatham House, hein, les règles et il se de cache derrière Chatham confidentialité. House, C'est alors que vraiment la règle ce qui de est mis en Chatham avant. House Mmh. les autorise à dire tout ce qu'ils veulent en Bien réalité. sûr, oui, oui. C'est simplement C'est que les débats ne sont pas retranscrits, donc mais ça voilà, n'empêche pas de parler de ce qui s'est dit, au Bilderberg. C'est eux absolument, qui se sont mis cette règle, hein. absolument. Heu, Il faut savoir qu'il y a plusieurs journalistes ou patrons de presse qui siègent au conseil directeur de Bilderberg aujourd'hui, dont la rédactrice en chef de The Economist, le rédacteur en chef de Bloomberg, le PDG du groupe Axel Springer allemand Matthias oui, Döpfner, vous avez le président de Mediahuis, le belge Thomas Lezen, vous avez Monsieur Farid Zakaria, journaliste de CNN, et eux siègent au comité directeur. Donc, eux ont un rôle vraiment important dans la mmh. définition de l'agenda des conférences, dans la définition des thèmes qui seront abordés et dans la sélection des personnes à inviter. Euh, Ça, c'est le pour, travail du comité directeur, qui se réunit et- souvent ou comment se fait le travail de ce comité directeur, alors, heu? le comité directeur travaille toute l'année ronde. Il communique, j'imagine, par mail, par téléphone, etc. Le comité directeur se réunit de manière collégiale 2 fois par an. C'est-à-dire, il y a la conférence annuelle qui se déroule généralement au printemps, et il y a une autre réunion qui s'appelle la réunion d'automne, qui, elle, se déroule, comme son nom l'indique, au mois d'automne. Cette deuxième réunion est beaucoup plus secrète que la première. C'est-à-dire que si on commence à connaître les conférences de Bilderberg, pour ce qui est des réunions d'automne, c'est absolument un sujet tabou. Moi, en 20 ans, il m'est arrivé une seule fois de réussir à savoir où et quand ça allait se dérouler et Ah être oui, présent sur les lieux et de me constater que effectivement le comité directeur se réunit une deuxième fois par an. C'est une réunion beaucoup plus restreinte. Il s'agit d'une cinquantaine de personnes en tout, qui dure environ 2 jours. Qui sert à définir toutes les questions liées à la gestion administrative de l'organisation, les budgets, voilà, toute la partie financière, la mmh. définition de l'agenda des conférences, l'attribution aussi du mandat d'organiser une conférence à un pays. Il faut savoir Ah que oui, le mandat est donné 2 ans en avant. C'est une organisation très lourde pour un oui, oui. pays que d'organiser une C'est un sommet conférence de ce jour-là. international, hein, c'est ça, oui. C'est un C'est sommet vraiment et il faut international, une sécurité, VIP, il faut une absolument. organisation, totale de protection des personnalités, et cetera et cetera. Absolument. Ça prend Heu, 2 ans.
2 ans. Et vous parlez des finances, justement. D'où vient l'argent du Bilderberg? Quel est son budget? Est-ce qu'on a des chiffres, là encore, à Oui. savoir voilà, qui paye pour le Bilderberg? Oui. Comment ça fonctionne en termes d'argent? Alors, il y a le passé et le présent. Le passé, il y a des archives. Les archives du groupe de Bilderberg sont accessibles au public. Elles sont déposées aux archives nationales hollandaises. Elles sont couvertes par le secret pendant 50 ans. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a accès aux On commence à informations. avoir des... Oui. Donc aujourd'hui, on a accès aux informations qui vont de la période 52 à 75, 76. Et pour ce qui, chaque année, ils ouvrent le dossier de la 50e année. Donc chaque année, il faut aller récupérer le petit dossier. Mais donc, pour ce qui est des archives, on a quelques documents financiers qui nous permettent de comprendre qui finançait à l'époque. Et aujourd'hui, pour ce qui est des finances aujourd'hui, c'est un peu plus opaque, mais il faut comprendre que alors, la structure légale du Bilderberg, c'est une fondation de droit néerlandais basée aux Pays-Bas, donc. Mais dans certains pays, on a créé des associations nationales. Par exemple, en France, il y a une association qui s'appelle les Amis français du Bilderberg, qui a été créée en 1990. Aux Pays-Bas, il y en a une qui sont les Amis néerlandais du Bilderberg. Aux États-Unis, il y a The American Friends of Bilderberg. En Angleterre, The Bilderberg Association. Et selon la loi des pays, ces associations sont tenues à rendre publics leurs comptes. Et grâce aux documents fiscaux qu'ils remettent chaque année, on a accès aussi au financement. Donc, principalement, aujourd'hui, les financements, c'est des membres du comité directeur qui sont les principaux donateurs. Vous D'accord. avez qui tout à l'heure Peter Thiel et Alex Karp, ce sont aujourd'hui les principaux financiateurs de, de la branche américaine du Bilderberg. À côté de ça, il y a aussi des entreprises, des fondations ou d'autres structures qui sont liées à leurs intérêts, qui financent aussi le groupe. Par exemple, si Peter Thiel et Alex Karp financent à titre personnel l'organisation, Palantir aussi a donné 600 000 dollars entre 2017 et 2019, par exemple. À 600 000, côté de... ça on a les chiffres de Là, on a les Palantir, chiffres. c'est Oui, oui, tout officiel. ça est accessible. 600 C'est 000 dollars. C'est pas énorme, 600 000 dollars quand on voit les chiffres en milliards de Non, Palantir mais finalement. non, mais il faut comprendre que les frais de gestion de l'organisation ne sont pas énormes. Oui, Parce que l'organisation est très limitée, il y a une seule secrétaire permanente. À part ça, c'est les membres du comité directeur qui gèrent leurs informations. Le gros coût, c'est surtout l'organisation des de la conférences. conférence. Oui. Absolument. Et pour ce qui est de l'organisation des conférences, c'est le pays hôte qui est chargé de couvrir les frais. C'est-à-dire si C'est-à-dire une que si ça se passe en France, c'est avec c'est l'impôt la des France, Français que c'est les s'organiserait cette Français, réunion. voilà. Et D'accord. c'est la branche française qui est chargée de récolter les fonds auprès d'entreprises ou autres. Par Ah exemple, oui, donc c'est pas, ce serait pas des fonds publics, c'est bien ça, hein, alors, ce serait c'est pour des ça que fonds je de parlais du passé l'association. et du Ouais. présent. C'est-à-dire que Hmm, pour ce qui est des fonds publics, aujourd'hui, non, il n'y a plus de d'accord. financement public pour ce genre d'orga- de, D'organisation, de ouais. conférences, Hmm, sauf que c'est l'État hôte qui prend à sa charge la grosse partie des frais de sécurité, qui d'accord. sont en réalité, c'est le gros poste dans le Oui. budget Ouais, ouais. pour ce type d'organisation. Et donc ça, c'est effectivement l'État qui le prend à sa charge. Qui va payer ça, d'accord. Absolument. Mais on a aussi les archives qui démontrent que par le passé, lorsque voilà, la gestion financière était un peu plus moins contrôlée qu'aujourd'hui, on va dire, il y avait des financements publics pour la gestion de l'organisation. Par exemple, nous avons les archives de la réunion de 1963 qui s'est déroulée, Ouais. ou 62, je me souviens plus, qui s'est déroulée à Cannes. Là, nous avons des documents qui démontrent que la conférence a été payée par moitié par le gouvernement et l'autre moitié, c'est le CNPF, CNPF qui était qui est donc l'actuel MEDEF.
D'accord. Donc oui, là, c'était Donc le totalement public, quoi. patronat et Le le patronat gouvernement et moitié-moitié, ouais. voilà. Alors, Euh, ouais, on voit bien qu'il y a toujours eu ce mélange des genres, hein. C'est l'origine du Bilderberg. En fait, ce nom-là vient de l'hôtel de Bilderberg, du lieu où a eu lieu la première conférence. Absolument. Quel était l'objectif de cette première conférence? Est-ce qu'il y avait eu là à l'époque des déclarations et qui est le fondateur en fait du Bilderberg pour venir vraiment à l'origine de cette organisation? Absolument. Écoutez, à l'origine, on va parler d'un groupe de personnes. Il y a un promoteur, une personne qui est celui qui a lancé le projet, et c'était Joseph Rettinger. Joseph Rettinger, qui est une des personnes les moins connues de l'histoire de l'unification européenne et des relations transatlantiques, et qui pourtant a joué un rôle absolument déterminant. Je ne cesserai jamais de dire à quel point Joseph Rettinger a été une personne euh, crucial dans, dans le premier après-guerre, dans la création des premiers projets pro-européens et transatlantiques. C'est quelqu'un qui était déjà de nature très secrète. Donc de son vivant déjà, on osait à peine évoquer Monsieur Rettinger. Et après sa mort, lui, il a été complètement effacé de la mémoire. Mais donc c'est lui qui était-il? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a une vie extraordinaire, et ça prendrait des heures pour simplement raconter sa vie. Mais disons que pendant la guerre, il a été le conseiller politique du général Władysław Sikorski, qui était le premier ministre en exil de Pologne, en exil à Londres, et donc il était son conseiller politique et son bras droit. Lorsque Sikorski est décédé à Gibraltar dans un accident d'avion en 1943, Monsieur Rettinger a décidé de se dédier à un rêve d'enfance, et là on a beaucoup de témoignages de ça. Il voulait faire l'unification européenne. Il est né polonais, ou mieux, il est né en Pologne, mais à une époque où la Pologne était, disons, sous la sphère de l'Empire austro-hongrois. Voilà, il a toujours voulu une Pologne libre et indépendante dans une Europe libre et indépendante. C'est ce qui l'a amené en 1941 avec le général Sikorski à développer ce qu'on a appelé à l'époque le plan Sikorski, qui était un premier embryon de collaboration entre des pays d'Europe centrale et de l'Est pour créer une union entre pays d'Europe orientale pour faire face à la menace aussi bien allemande que russe. Ce projet n'a pas abouti, mais il a été le point de départ de toutes les discussions qui ont, et ça c'est Paul-Henri Spaak, qui a été l'ancien Premier ministre de Belgique et un des premiers secrétaires généraux de l'OTAN, l'a écrit que c'est grâce à Rettinger et à ces discussions-là qu'est né le Benelux, qui a été la première le premier projet où L'embryon ouais, concrètement, du projet voilà. européen. Et Et ce Rettinger, il a croisé la route de Jean Monnet aussi, enfin oui, des oui, autres, oui, de absolument, Schuman, etc. C'est ce noyau dur en absolument. fait de ceux qui voulaient cette Europe fédérale le plus vite Absolument. possible. Ouais. C'était un peu avec Jean Monnet, parce qu'on vous l'évoquait, c'était un peu deux coqs sur le même fumier, c'est-à-dire chacun avait l'ambition un peu d'être Le le, chef le symbole de la chose. Rettinger, dans les premières années, ça il y a les documents, a essayé à plusieurs reprises d'inviter Jean Monnet aux conférences de Bilderberg. Mais on sent que Jean Monnet se méfiait un peu de Rettinger, et il a toujours trouvé à la dernière minute une bonne excuse pour ne pas y aller. Ce qui ne veut pas dire que il était aveugle et sourd dans le contexte Bilderberg, puisque plusieurs de ses proches étaient membres du comité directeur de Oui. Bilderberg, que ça soit Mac Constam ou d'autres, Marjolin, enfin, et donc tout ça se faisait en bonne intelligence, tout en sachant que c'était parfois des réseaux opposés qui chacun essayait de tirer un peu la couverture à eux. Parce que voilà, c'est le Bilderberg en est la preuve, mais à l'origine surtout, c'était des représentants de factions qui jusque-là, dans une logique interne du pouvoir, se faisaient la guerre. Hmm. Et Rettinger est quelqu'un qui a réussi à mettre autour de la table des personnes qui étaient en opposition,
pour les amener à accepter l'idée de faire un compromis euh, qui leur permette voilà, de construire un projet commun malgré les oppositions. Et justement, alors, quel était le projet du Bilderberg comparé au projet de Jean Monnet qu'avait dans la tête Ratzinger en faisant ses premières conférences? Le premier, alors le groupe est né en 1952. La première conférence a eu lieu en 1954 parce que ça a pris 2 ans pour l'organiser, mais l'organisation est née en 52 et son premier nom était Association Europe-Amérique. Je pense que le titre déjà C'est explique simple, tout. hein. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'on a choisi le nom de Bilderberg par la suite. C'était un peu plus neutre, on va dire, comme type de nom, plus difficile à se souvenir et voilà, moins explicite dans l'objectif. C'est un lieu, je répète, à l'époque, il y avait beaucoup d'opposition interne au pouvoir, mais aussi entre l'opinion publique et les dirigeants. Les dirigeants voulaient créer l'Europe, voulaient créer l'OTAN, voulaient voilà, faire constituer ce bloc occidental face à une menace soviétique qui devenait de plus en plus pressante, à une menace communiste aussi intérieure à certains pays, surtout en France et en Italie. Ça, c'est très clair que Hmm. la France et l'Italie étaient des pays sous haute surveillance de ce point de vue-là. Euh, Parce que il y avait les accords de Yalta et il faut jamais oublier que Yalta a défini beaucoup de choses dans l'après-guerre et c'était un cadre à l'intérieur duquel il fallait rester. Et donc on ne pouvait pas se permettre que certains pays basculent dans la sphère communiste comme l'Italie ou la France et inversement D'ailleurs, dans l'Italie, il y avait il y a eu des réseaux en plus hein, d'espionnage, les réseaux Gladio, les Stay Behind, pour s'assurer qu'en cas de noyautage oui, à mais succès de l'URSS, il y aurait absolument. des attentats, il y aurait un sabotage de l'intérieur Absolument. pour que le pays reste bien dans l'Alliance. Oui, ces réseaux étaient actifs dans toute l'Europe, en France Hmm. aussi. Hein, vous avez En eu France aussi. vos Ouais. réseaux. On en a beaucoup moins parlé en France qu'en Italie, mais c'était une réalité qui était propre à toute l'Alliance Atlantique. Donc Hmm. le Bilderberg servait à aplanir les divergences entre les pays européens, l'Amérique, et définir un cadre dans lequel pouvoir évoluer et fixer un consensus autour de certains sujets. Et une fois que ce consensus était fixé, et c'est là où on arrive à ce qu'on disait tout à l'heure sur les médias. L'objectif premier, je n'ai plus la définition exacte, mais en gros, c'est d'amener l'opinion publique occidentale à accepter les politiques atlantistes définies dans ce cadre-là. Donc c'est, d'une certaine manière, je n'aime pas trop ce terme, mais c'est de la manipulation mentale de masse. C'est-à-dire définir des mots d'ordre, définir des slogans que chacun dans sa sphère d'influence euh, utilisera pour influencer l'opinion et donc les dirigeants politiques dans leur sphère, les banquiers dans leur sphère, les universitaires, etc. Et donc, vous entendez un tel qui dit il faut aller dans cette direction, un autre qui dit il faut aller dans... Tout le monde dit la même chose, ça veut dire que c'est vrai, alors allons dans cette direction. Euh, Alors, c'est vrai qu'on sent hein, cette guerre cognitive très présente en ce moment avec des mesures de censure, de contrôle de la parole publique. L'Union européenne est le fer de lance, hein, en quelque sorte, de cette industrie du contrôle. Ce qui est plus inquiétant, c'est de voir que vous avez quand même le fondateur, le CEO et la boîte Palantir qui sont très présents au sein du Bilderberg mhm. et qui, quelques jours après la fin de la conférence, publient, pour rappeler à tout le monde la Techno-République, hein, le manifeste de Palantir, en 22 points qui explique qu'en fait, il rêve d'une domination technique mondiale, d'un ordre nouveau qui ne serait pas la démocratie, où il faut s'assurer que nous serons les plus forts, nous l'Occident, pour écraser des civilisations qui n'en valent pas la peine. Je résume, mais c'est un peu ça, c'est extrêmement noir, obscur, plutôt nauséabond. Et ces gens-là sont en train de faire en sorte que ce soit ça qui soit accepté. Et on le voit bien avec l'identité numérique, l'euro numérique, l'idée
de numériser l'ensemble de la société, ça, est-ce que c'est par exemple quelque chose qui va être discuté au sein du Bilderberg, voire choisi en tant que sujet en haut de la pile dans le comité d'organisation? Comment ça se passe pour les sujets ensuite et dire, bah ça, oui, il faut emmener la société vers ce contrôle numérique total des populations. Est-ce que ça, par exemple, c'est complotiste de dire ça, ou est-ce qu'on peut envisager que c'est comme ça que ça se passe? Non, ça se passe un peu comme ça. Euh, Monsieur Thiel, Monsieur Karp représentent un courant de pensée, et il y a d'autres courants de pensée qui sont représentés à l'intérieur du comité directeur. Et après, c'est des équilibres internes, et celui où les idées prédomineront à un certain moment ne prédomineront pas 10 ans plus Bah, tard. Donc c'est vraiment une le, négociation interne au système pour savoir Le, quels le sont problème, c'est quand vous dites des courants de pensée qui sont représentés, c'est quand même des courants de pensée extrêmement proches. On va pas avoir, par exemple, de hackers anarchistes qui vont Non, être bien invités au sûr, Bilderberg. On va pas avoir de penseurs hétérodoxes de l'économie qui vont être invités. bien On sûr. a quand même des gens qui pensent tous déjà la même chose et qui sont déjà formés à penser la même chose. C'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de débat. On a affaire à des gens qui Ah, sont si, si, globalement. il Oui, y il y a a des du débats. débat. Et le secret, enfin la confidentialité qui entoure ces conférences servent aussi à cela, c'est-à-dire Mhm. à permettre d'avoir un cadre où le débat peut avoir lieu et les confrontations sont parfois musclées. J'ai eu des témoignages, monsieur, je pense, d'Avignon, dans son interview, évoquait cela, par exemple, au moment de la création de l'euro, il y a eu des confrontations très importantes. Il y avait ceux qui étaient favorables à l'euro, d'autres qui pensaient que c'était une bêtise et que ça allait mener à la catastrophe. Et donc, il y a eu beaucoup de confrontations, mais arrive un moment où il faut dire quel est le consensus, quel est le- l'accord que nous avons et quel est le courant Ouais. qui, à ce Prendre moment-là, dessus, ouais, a ouais. le dessus. Mais voilà, c'est très changeant selon les sujets. Mais effectivement, prenons le cas de, enfin, je voudrais pas faire d'exemple idiot aujourd'hui, mais le cas du coprésident Henri de Castres aujourd'hui, qui est un Français. Mhm. Certes, il est libéral, mais c'est quelqu'un qui, de par ses origines, de par sa tradition familiale, de par ses croyances catholiques, est à 1000 lieues de Monsieur Peter Thiel. Et Mhm. voilà, il ne représente pas les mêmes courants de pensée ni les mêmes intérêts, et il n'incarne pas une même dimension de l'histoire. Euh, Mhm. Donc il y de a une nouveau, certaine diversité. entre le passé et le présent, il y a une différence. C'est-à-dire que Ouais. à l'origine, c'était principalement des politiciens et des diplomates, les membres Mhm. du Bilderberg. Et avec le temps, on a intégré d'abord le secteur bancaire et le secteur industriel, puis les médias et puis le milieu technologique. Et aujourd'hui, on est à un stade où il n'y a pratiquement plus de politiciens, si ce n'est des anciens politiciens comme Monsieur Barroso, qui était le président de la Commission européenne, qui aujourd'hui est le représentant portugais, mais il y est en tant que président de Goldman Sachs International et de Gavi, l'Alliance pour les vaccins. Euh, Ouais. Toujours les mêmes. mais à l'origine, c'était des diplomates et des politiciens. Prenons le cas, et là on reverra les oppositions. Les deux fondateurs français du Bilderberg étaient en 1952, à l'époque, le président du Conseil Antoine Pinet et le chef de l'opposition Guy Mollet. Et donc vous aviez deux personnes qui, sur la scène politique, s'affrontaient au Parlement, mais qui, dans l'arrière-cuisine, collaboraient. Et pendant 10 ans, c'est eux qui ont représenté tous les deux la France au sein du comité directeur. Donc aussi bien les tendances socialistes que les tendances libérales étaient représentées. Et au contraire, le Bilderberg servait aussi à ça. C'est-à-dire on a beaucoup parlé du MPS, mais c'était le consensus faisait que dans les listes, il y avait toujours un représentant de la majorité et un représentant de l'opposition, de façon à ce qu'ils ne peuvent pas dire ah mais c'est eux, c'est pas nous. Non non, c'est tout le monde et tout le monde est responsable et co-responsable de la gestion de l'Alliance Atlantique, parce que l'essence même du Bilderberg, c'est l'Alliance Atlantique. Oui. Euh,
parce qu'on parle beaucoup de l'OTAN. L'OTAN est le bras militaire de l'Alliance Atlantique. Mais l'Alliance Atlantique dépasse de loin la dimension militaire. Il y a la dimension économique, sociale. Bien sûr, mais il y a aussi le monde du renseignement qui est très présent au Bilderberg. Le Ça, c'est monde dur, important de le souligner absolument. parce que les différents directeurs d'agences de renseignement extérieures, MI6, DGSI ou autres, NSA, sont aussi invités à la conférence de manière Absolument. récurrente et même s'ils collaborent sur d'autres dossiers, là, ils se rencontrent sur tous les sujets de manière beaucoup plus large et on peut se dire qu'il y a une branche militaire du renseignement importante Le- dans ces réunions. Voilà. Oui, sans aucun doute. Le Bilderberg a cela de formidable que c'est un miroir, c'est un reflet des tendances à un certain moment donné, de qui a le pouvoir dans chaque pays de l'Alliance Atlantique et dans Ouais. l'ensemble de l'Alliance Atlantique. Vous avez évoqué les dirigeants des services de renseignement. Ils ont été très présents à l'origine du groupe. Puis pendant 30-40 ans, ils n'ont pas tellement participé. On a recommencé à les inviter après le 11 septembre, au Mm. moment voilà, de la guerre en Irak. Mais c'est surtout à partir de la crise financière de 2008 où ça s'est produit. Ah oui. Donc vraiment là le tournant, le retour des services de renseignement et l'invitation de militaires aux conférences, vraiment ce n'est que depuis 2008-2009 que Ça la a pris le tendance dessus. a D'accord. repris et aujourd'hui elle est très marquée. Là je viens de publier le film qui résume la conférence de l'année dernière sur ma chaîne YouTube et où à Mhm. l'intérieur de ce film je reprends le discours d'adieu du président Eisenhower en 1961 dans lequel il nous mettait en garde contre le complexe militaro-industriel que moi aujourd'hui j'appelle le complexe techno-militaro-industriel parce que Ouais. vous évoquiez Palantir, mais ce n'est pas que Palantir. Palantir, Microsoft, Google, toutes ces entreprises sont Bah, aujourd'hui il le y avait cœur ChatGPT aussi, voilà, OpenAI, voilà, toute l'intelligence c'est artificielle eux qui sont qui vraiment le cœur ouais, du du, système du système du ouais. complexe militaro-industriel. Mais voilà, je pense que Eisenhower a tout dit en 1961. Il disait faites attention. Faites attention. Et aujourd'hui, voilà, c'est très très évident que c'est un courant qui est dominant aujourd'hui. Oui, clairement dominant. On le voit sur d'ailleurs l'explosion des budgets alloués à la guerre, hein, à la défense, comme ils appellent ça. La volonté aussi de pomper la finance, ou du moins les économies des uns et des autres vers ce secteur-là également. Et Bien puis sûr. des déclarations de chefs d'état-major, que ce soit en Suède, en France, en Italie ou ailleurs, en disant il faut se préparer à un affrontement majeur avec la Russie d'ici à 2030. On a Bien l'impression que sûr. c'est un plan. C'est ça qui est Bien terrible, sûr. c'est de se dire, Il faut bien comprendre qu'une guerre, surtout d'ampleur planétaire comme ce que nous vivons aujourd'hui, ça ne s'improvise pas. Euh, Ça fait plus de 15 ans qu'ils s'y préparent. Mhm. Moi, à travers le Bilderberg, j'ai vu se construire cette guerre et de comment, à travers le choix des invités, le choix des thématiques, euh, voilà, petit à petit, maillon après maillon, brique après brique, on a construit cela. Euh, on- ce- voilà, les décisions qui sont prises aujourd'hui, l'impact de celles-ci ne sera visible que dans 20 ans, 30 ans. Mhm. Aujourd'hui, nous voyons les effets des décisions qui ont été prises il y a 20 ans. Et donc, il y a toujours ce décalage temporel entre la décision, le moment où la décision est prise et voir les effets de ces applications. Euh, Donc là, et vous êtes en train de dire que oui, les élites occidentales préparent une guerre mondiale à 20 ans. pas que occidental, c'est la planète Oui, entière qui mondiale. s'y Enfin, tout le prépare, monde les est en train de se Chinois. mettre Mais en ordre de je, bataille pour un carton. je ne me souviens, je pense que vous l'évoquiez souvent, mais le livre Le Grand Échiquier de Zbigniew Oui, Brzezinski absolument, oui. est un livre qui devrait être un livre de chevet pour tout le monde, où Mhm. tout est écrit. Je Oui, veux dire, absolument. le déroulé du scénario, il est dans ce livre qui a été publié en Mhm. 1997, c'était il y a 30 ans. Euh, enfin, Tout est voilà, dit, oui.
tout est dit et on sait aussi quelles seront les étapes suivantes. Oui, Pour ce qui est de l'agenda du Bilderberg, il apparaît très clairement que l'Indo-Pacifique commence à devenir vraiment un sujet géostratégique majeur. L'Indo-Pacifique, pour l'instant, on n'y est pas encore. oui, oui. Donc, Mais ça va monter mais ça après va venir. l'Ukraine, après le Moyen-Orient, ce sera Voilà, il y aura enfin Taïwan, il y aura la Corée voilà. du Nord. Mais on sent que c'est assez scripté, quoi. Il faut peut-être que après, si Bien les sûr. Chinois sont joueurs, ils vont Mais, dire bah non, on va y aller plus tôt, comme ça, on vous emmerde. mais ils sont C'est ce qu'a d'accord. fait d'ailleurs Poutine avec l'Ukraine, peut-être, hein, en disant bah attendez, je vais envoyer mes chars avant vous, comme ça, on va accélérer l'agenda. Et Écoutez, avec la pandémie, on a vu que quand il y a ouais, besoin en une semaine de se tout le monde coordonner a à niveau fait la même planétaire, chose. Ouais, ouais. Mais ça, il y a c'est pas que le moyen. builder. Ouais, Donc, Euh, alors, sur le Bilderberg, vous parlez d'un débat, enfin voilà, une sorte de représentation de couleur un peu de l'Occident et de l'Alliance Atlantiste à un instant T. Est-ce que vous avez eu des révélations chocs dans vos recherches, notamment sur des personnes qui vous ont surpris par leur implication dans le Bilderberg ou qui ont fait des choses ensuite qu'est-ce qui a été le plus choquant pour vous en découverte quand vous êtes intéressé en détail à cette organisation Bilderberg? c'est une très bonne question. Là, j'ai du mal à vous répondre. Il faudrait que j'y réfléchisse. J'ai eu vraiment beaucoup de surprises très souvent, mais là, vraiment, j'aurais du mal. Euh, Ah, peut-être une chose ou deux où là vous vous êtes dit ah ouais ça c'est étonnant. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que depuis 2016, enfin, avec l'arrivée de Monsieur Trump dans la sphère politique aux États-Unis, il m'est apparu de manière très claire que lors de sa première présidence et maintenant, jamais l'administration américaine n'a été aussi impliquée dans les affaires du Bilderberg. Et donc, voilà, c'est avoir cette cette, cette vision d'une réalité qui est différente de celle que beaucoup s'imaginent. Hmm, hmm. L'antisystème, celui qui combat l'État profond, dans les Ouais. faits, voilà. Finalement c'est celui qui a la vision la plus impériale du pouvoir américain, Donald Trump. Certainement, aujourd'hui, Hmm, oui. hmm, Certainement, hmm. oui. Euh, Mais ça démontre que, voilà, par exemple, en 2019, il y a le secrétaire d'État Mike Pompeo qui a fait une visite surprise lors de la rencontre où il a tenu un discours dans lequel visiblement il a attiré l'attention des partenaires de l'Alliance Atlantique sur la menace de l'Iran. Mais il y avait aussi le beau-fils de Monsieur Trump qui était là ah oui. pour Jared Kushner pour présenter son plan de paix pour le Moyen-Orient. On voit Je ce veux que dire, ça donne aujourd'hui, c'est oui. c'est deux des personnes les Ouais, plus importantes et elles étaient là. Alors que, par exemple, le secrétaire d'État, ce n'est que la deuxième fois dans l'histoire qu'il y a un secrétaire d'État qui participait. La première fois, c'était d'accord. Condoleezza Rice. Mais oui, parce que ces personnalités ont un agenda qui est public et donc ça Hmm, attirerait l'attention que de participer à ce genre de réunion. Et d'ailleurs, Monsieur Mike ouais. Pompeo a participé de manière discrète, c'est-à-dire qu'il ne l'a pas annoncé C'était une sur son visite agenda surprise, c'est officiel. ça. Ouais. Il y a un journaliste qui, en salle de presse au Pentagone, a posé la question en disant, non, au département d'État, tiens, mais il paraît qu'il y va, est-ce que c'est vrai ou pas? Et là, ils ont été obligés d'admettre, oui, effectivement, il fait un saut pour dire bonjour, Hmm, mais ils n'ont pas publié de compte-rendu ou de rapport ouais. sur leur participation. Alors Euh, en France, on a deux candidats à l'élection présidentielle de 2027 qui ont fait plusieurs passages hein, par la conférence du Bilderberg, Gabriel Attal et Édouard Philippe. Est-ce que c'est dangereux de voter pour un candidat qui a fait plusieurs fois le Bilderberg? Pas forcément. Pas forcément. Tout dépend de la qualité de la personne. Du moment que vous en êtes conscient. C'est surtout Ouais, ça. Si vous savez, si vous êtes informé du fait qu'il va à Bilderberg, vous pouvez être plus attentif pour voir quels sont ses liens et de pouvoir mettre en perspective les choix qu'il fait. Le plus difficile, c'est de voter pour quelqu'un sans savoir qu'il y est allé et hmm,
voilà, ce qui vous amène à ignorer certaines Bah, la possibles majorité relations. des citoyens Après, français ne sont pas euh, informés hein, de ce fait. le fait de participer ne veut pas dire que, je veux dire, généralement, s'ils sont invités, c'est parce que c'est des personnes où, d'une manière ou d'une autre, on reconnaît des qualités intellectuelles ou de travail, ou, enfin, Ou ou peut-être que... parce qu'on se dit qu'ils ont un certain avenir, qu'ils sont Certainement, facilement certainement. approchables à Mais un instant donné et Mais qu'on va c'est en une faire quelque chose. opportunité qui est offerte. Après, Ouais. ça Mm. dépend à la personne de l'accueillir et de, selon qu'il veuille ou non jouer ce jeu-là, ben, Alors, on le facilitera ou pas. J'ai eu des cas, par exemple, de politiciens français qui ont été invités et qui n'ont pas forcément voilà, démontré tout l'intérêt qu'il fallait voilà, qui n'ont pas du coup bénéficié de ces soutiens. Voilà. Après, ce que ça montre, c'est qu'on a affaire quand même à une classe politique européenne totalement atlantiste, peu importe hein, les mots Oui. de souveraineté qui vont revenir, et qui finalement se cache derrière un européisme pour dire qu'on sera indépendant avec une grande Europe forte, etc. Je prends le cas de Gabriel Attal, hein, parce qu'il a fait le Bilderberg plusieurs fois, mais il est aussi allé à l'Atlantic Council en 2023, il a fait le Brookings Institute, enfin on sent très bien qu'il est passé à peu près par tous les cases de validation avec le tampon pour dire, bon, Ouais. lui, c'est un Ouais. bon, il obéira comme il faut. Édouard Philippe, c'est sans doute à peu près la même chose lorsqu'il a été Premier ministre et aussi avant. Ça pose quand même un petit problème sur l'indépendance politique ou du moins la vision du monde que peuvent avoir des dirigeants français, même pas européens, là je parle des Français, qui vont de toute façon être formés pour être des relais d'influence des États-Unis dans leur propre pays. On l'a vu avec Emmanuel Macron. C'est une catastrophe. Oui, bien sûr, sans aucun doute. Le problème, c'est que les politiciens aujourd'hui n'ont plus aucun ou très peu de pouvoir Mm. Ouais. et leur marge de manœuvre est très limitée. Et donc, certains essayent, dans le cadre de la marge qu'ils ont, d'aller plus ou moins dans une certaine direction, mais le cadre est bouché, comme on dit. Mm. J'évoquais tout à l'heure Stefano Feltri et ses articles qu'il publiait après chaque réunion. L'année dernière, il a écrit, parce que là j'ai une toute petite citation, mais qui permet de Ouais. comprendre mieux cela, il a écrit un article dans lequel il disait: Nombre de participants au groupe de Bilderberg ont certes la possibilité d'influencer les événements dans leur sphère d'action respective, mais le fait de voir autant de protagonistes réunis dans la même pièce pendant 3 jours fait davantage ressortir l'existence de forces plus profondes qui définissent le périmètre dans lequel les États et les individus peuvent agir et avoir un impact. C'est-à-dire qu'il y a un cadre dans lequel on peut agir, mais on ne peut pas sortir du cadre. Ouais. Et ce cadre, Peu c'est, importe le pouvoir que vous ayez, l'argent que vous ayez, il y a un cadre et voilà. C'est la FIFA. Je prends une image du foot. ouais, C'est la ouais. FIFA. C'est-à-dire que vous pouvez être pour le Paris Saint-Germain, pour Auxerre, pour Liverpool, pour l'Italie, la France, etc. Allez les Bleus. Mais au-dessus, il y a la FIFA qui définit les règles, qui choisit les arbitres, qui gère l'argent, qui définit le programme des compétitions et qui impose les sanctions quand vous ne respectez pas ce cadre-là. Et donc voilà, c'est un peu la FIFA. C'est une instance supérieure qui définit un cadre. Et effectivement, euh, voilà. On a eu un exemple en Italie très très clair avec Monsieur Berlusconi quand il a été, à chaque fois qu'il a été élu, il y a eu une intervention de la part de ces réseaux pour le recadrer et ou le maintenir à l'intérieur d'un cadre. Mm. Et que On voit très bien hein, si Giorgia Meloni actuellement, qui a reçu son prix de l'Atlantic Council, comme Emmanuel Macron. Hein. Là, c'est Elon Musk qui lui avait remis le prix de Global Citizen. Le président français qui a son prix de Global Citizen remis hein, par Ursula von... Enfin, on nomme par Larry Fink, hein, le patron de BlackRock. Voilà, on sait très bien, en fait, où est aujourd'hui la prise de décision, le centre névralgique du pouvoir. Il s'est totalement désincarné des États-nations européens, qui sont des vassaux affichés hein, maintenant de l'Empire américain. ouf, des milieux financiers en général, je veux Ouais, dire. ouais. Et qui sont à Wall Street. Il- Aujourd'hui, la sphère financière, elle est entre Londres et Wall Street, et c'est plutôt Wall Street qui gagne. elle est aussi à Bâle, la Et Bank ah of oui, England. c'est vrai, un Il ne faut peu, pas eh oui, oublier les superstructures. c'est vrai. Ce n'est pas que des intérêts nationaux.
Non, c'est surtout pas des intérêts nationaux. Euh, Mais voilà, et effectivement, le pouvoir économique aujourd'hui joue un rôle très important. Est-ce alors, un hasard, les deux coprésidents du Bilderberg, Monsieur De Castres et Madame Marie-Josée Kravis, siègent tous les deux au conseil d'administration de LVMH. Bernard Arnault n'a jamais mis le nez au Et Bilderberg. Bernard Arnault a participé à la réunion de 92. 92, il y a très longtemps alors, À d'accord. Ouais. Évian-les-Bains. Et, Mais jusqu'à il y a 2 ans, l'autre représentante française était Patricia Barbizet, elle Mhm, était le bras droit de Monsieur Pinault. Donc on d'accord. avait d'un côté les intérêts de Monsieur Arnault et de l'autre de Monsieur Pinault qui était C'est ce que vous dites, c'est représenté. que il y a aussi les intérêts des grandes familles hein, qui sont systématiquement Des représentés grands groupes et des grands groupes, oui. économiques, selon les Mhm, pays, c'est des familles ou bien pas. Mais ouais. effectivement, tous les intérêts sont représentés au Bilderberg. Mhm. Mais y compris dans le milieu universitaire. Je veux dire, il y a des représentants des universités, de la culture. C'est les représentants de chaque secteur de la société sont invités et ainsi donc il y a des industriels, des politiciens, des économistes, des banquiers, des universitaires et voilà, on sélectionne les influenceurs dans chacun de ces domaines dans chaque pays. En fait, c'est On ça.